Ils ont tué Jaurès! Ce cri, poussé le 31 juillet 1914 à Paris, allait se répandre comme une traînée de poudre dans la France entière et frapper de stupeur les plus chauds partisans comme les adversaires politiques du grand tribun. Et, plus de 100 ans plus tard, l'assassinat du bouillant leader socialiste, ardent pacifiste, nous interpelle encore, car il est fort probable que cet assassinat changea de façon irrémédiable le cours de l'histoire. En tirant 2 balles mortelles sur l'ami de la paix, Raoul Villain, le meurtrier, élimina en effet les dernières réticences de la France à s'engager dans une guerre avec l'Allemagne, une guerre qui atteindra le paroxysme de l'horreur et que l'on qualifiera de grande parce qu'elle massacrera des milliers d'hommes. L'assassinat du député du Tarn, figure incontournable du socialisme français, marqua le début de la pire des tragédies que connaîtra la France et l'Europe entière. Jean Jaurès sera en quelque sorte la première victime de la Grande Guerre. Par ailleurs, comme l'écrira maître Ducos de la Haye en mars 1919, « En tuant Jaurès, Villain a tué le plus grand génie alors vivant de l'humanité. » Et tous les historiens et les hommes politiques de droite comme de gauche s'accordent aujourd'hui sur ce point. Mener campagne contre la guerre que l'on sentait venir insidieusement depuis quelques années n'était pas une évidence à l'époque, et Jaurès se trouva bien seul à s'opposer aux armes et à prôner une grève générale européenne pour empêcher la guerre capitaliste. À partir de 1913, les bellicistes sont bien plus nombreux, virulents et actifs que les pacifistes, à droite comme à gauche, à la Chambre comme au gouvernement. Ils sont très nombreux et extrêmement actifs. Ils le sont au gouvernement, au Quai d'Orsay plus précisément, où au cours d'un entretien orageux avec Abel Ferry, le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Jaurès furibond ayant lancé « Nous allons vous dénoncer, ministre à la tête légère !» il se voit répondre sur un ton prophétique « Vous n'oserez pas, car vous serez tués au prochain coin de rue !» Ils le sont à droite, où les nationalistes les plus frénétiques voient en Jaurès un traître à abattre qu'ils présentent volontiers comme un agent de l'Allemagne, et que Maurice de Valette, dans Paris Midi, appelle à coller au mur et à lui mettre à bout portant le plomb qui lui manque dans la cervelle. Mais aussi à gauche, où les députés socialistes voteront comme un seul homme les crédits de guerre, comme le feront d'ailleurs aussi leurs homologues allemands. Jean Jaurès est l'un des rares, pour ne pas dire le seul, qui, sentant venir le massacre dans les luttes d'influence stratégique des empires austro-hongrois, russes, prussiens, britanniques, dont les souverains se donnent du cousin et n'hésiteront pas néanmoins à envoyer leur peuple s'entretuer, tentera d'empêcher la France de se laisser entraîner dans la spirale infernale et de faire barrage à l'horreur qu'il entrevoyait. Le 12 juin 1913, dans son journal « L'Humanité », qu'il avait lancé en 1904, il écrivait, sous le titre « Sinistre leçon », ces lignes prémonitoires. « Si Chauvin de France et Chauvin d'Allemagne réussissaient à jeter les deux nations l'une contre l'autre, la guerre s'accompagnerait partout de violences sauvages qui souilleraient pour des générations le regard de la mémoire des hommes. Elle remuerait tous les bas-fonds de l'âme humaine, et une vase sanglante monterait dans les cœurs et dans les yeux. » Oui, Jaurès,
en ce début d'année 1914, se trouve bien seul et impuissant à endiguer le flot montant des partisans d'une guerre qui ne pourrait qu'être victorieuse et ne durerait que quelques semaines. C'est en tout cas ce qu'affirmaient les politiques comme les militaires. Les derniers événements internationaux ne faisaient qu'entretenir cet étrange climat d'anxiété et de fatalisme, comme si tout était joué d'avance. Parmi ces événements, l'assassinat, le 28 juin, à Sarajevo, de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche. Ce jour-là, vendredi 31 juillet 1914, sous la lourde chaleur d'un été exceptionnellement radieux, les nouvelles les plus alarmistes ne cessaient de raviver le trouble des foules qui se pressaient devant les dépêches affichées aux façades des journaux. Jean Jaurès rentrait d'un congrès socialiste à Bruxelles et semblait très inquiet. Bien que pacifiste, militant, et en dépit de son intervention contre le rétablissement du service militaire de 3 ans, il n'en était pas moins un ardent patriote, et quoi qu'il puisse arriver, il était prêt à accomplir son devoir de Français, comme il le confirma au président du Conseil, René Viviani, qui le reçut le jour même de son retour en lui annonçant d'un ton grave que l'ordre de mobilisation générale n'était plus qu'une question d'heure et que l'on imprimait déjà la déclaration du président Poincaré, dans laquelle se trouvait cette phrase célèbre qui lui fut resservie par la suite avec ironie: « La mobilisation n'est pas la guerre ». Ce 31 juillet n'était décidément pas un jour comme les autres. Jaurès le sentait bien. Dans sa tête, il revoyait défiler, comme à la parade, les images les plus significatives de sa vie politique tumultueuse. Né à Castres, dans le Tarn, le 3 septembre 1859, dans une famille bourgeoise, reçu premier à l'école normale, il avait commencé par enseigner la philosophie à Albi avant d'entrer dans l'arène politique en 1885, à 25 ans, en se présentant comme candidat républicain aux élections législatives. Et il siégera à l'Assemblée nationale parmi les républicains opportunistes qui soutiennent le plus souvent Jules Ferry, se faisant aussitôt remarquer à la tribune par sa voix de stentor et ses idées sociales avancées. En juin 1886, il se marie avec Louise Bois, rencontrée au château de Loirac, fille d'un marchand de fromage en gros d'Albic, avec laquelle il aura 2 enfants. À partir de 1887, il collabore au quotidien de tendance radicale La Dépêche de Toulouse, la future Dépêche du Midi. Il devient conseiller municipal sur les listes radicales socialistes, puis maire adjoint à l'instruction publique de Toulouse de 1890 à 1893. Ses travaux intellectuels, son expérience d'élu local, sa découverte des milieux ouvriers et des militants socialistes l'orientent progressivement vers le socialisme. Jaurès grimpe à présent dans un tramway hippomobile pour se rendre à son bureau de l'Humanité. Sitôt arrivé, il commence à rédiger son article quotidien. Mais il pose sa plume à plusieurs reprises et regarde autour de lui les liasses de feuilles, carnets, documents, photos qui s'entassent dans un désordre bien ordonné, car en dépit des apparences, Jaurès aime que tout soit bien rangé et n'autorise personne à passer le plumeau dans son antre où il est le seul maître, peut-être même avant Dieu, comme il le dit quelquefois en riant. Son attention se porte soudain sur une grande photographie épinglée sur le mur en face de son bureau. Elle représente les mines de charbon de Carmaux,
la petite ville industrielle du Tarn. Et en un instant, il se retrouve 22 ans en arrière, en 1892. Cette année-là, éclate la grande grève des mineurs de Carmaux. Il s'est alors écarté de la vie politique nationale et enseigne à la faculté de Toulouse, où il vient d'être reçu docteur ès-lettres. Sa thèse principale a pour titre « De la réalité du monde sensible ». L'origine du conflit est le licenciement de Jean-Baptiste Calvignac, un ouvrier mineur, leader syndical et socialiste qui venait d'être élu maire de Carmaux par la compagnie des mines que dirige le baron Reille, président du conseil d'administration, l'homme fort de la droite locale, et son gendre, Ludovic de Solage, membre de ce même conseil, député de la circonscription et propriétaire de mines et de verreries. Le prétexte motivant le licenciement se trouve dans les absences de Jean-Baptiste Calvignac causées par ses obligations d'élu municipal. Ce licenciement scandalise les mineurs qui le considèrent comme une grave remise en cause du suffrage universel et des droits réels de la classe ouvrière à s'exprimer en politique. Les ouvriers se mettent donc aussitôt en grève pour défendre leur maire. C'est alors que le président de la République, Sadi Carnot, prend une décision inconsidérée en envoyant l'armée, soit près de 1500 soldats, au nom de la liberté du travail. En plein scandale de Panama, la Troisième République semble prendre résolument le parti du patronat contre les grévistes. Jean Jaurès ne peut soutenir sa fureur et adresse aussitôt des articles à la Dépêche pour soutenir la grève et se range dans ce combat aux côtés de Georges Clemenceau. Il accuse la République d'être aux mains de députés et ministres capitalistes favorisant la finance et l'industrie aux dépens du respect des personnes. Durant cette grève très dure, l'intellectuel bourgeois qu'il était, à l'origine, fait l'apprentissage de la lutte des classes et du socialisme. C'est un tournant décisif dans sa vie politique. Jean Jaurès sort de la grève de Carmaux pleinement acquis au socialisme. Sous la pression de la grève et de Jaurès, le gouvernement finit par arbitrer le différend entre la Société des mines et Calvignac au profit de celui-ci, en lui donnant un congé illimité pour qu'il puisse exercer ses fonctions de maire. Ulcéré, Solage démissionne alors de son siège de député et provoque l'élection anticipée de janvier 1893. Jaurès est aussitôt désigné par les ouvriers du bassin pour les représenter à la Chambre et il est élu le 8 janvier 1893 comme socialiste indépendant. Désormais, il représentera à la Chambre des députés les mineurs de Carmaux et il franchira ainsi une étape décisive dans sa vie politique. Jaurès pense à tout cela et son émotion est grande. Sous son aspect farouche, c'était un homme d'une sensibilité à fleur de peau qui plaçait la question sociale au-dessus de tout. Comme l'écrit très justement Gilles Candard, l'un de ses biographes et président de la Société d'études jaurétiennes, Jaurès est le fils de la Révolution française qui rêve d'une république fraternelle de citoyens. Ce rêve de fraternité civique est à l'origine de tous ces combats. S'il était très touché par la misère ouvrière, avait des idées sociales avant-gardistes et émettra souvent des idées originales dans le domaine économique, des idées qui ne seront admises que 30 ans après sa mort, il faut bien reconnaître qu'il sera quelquefois en retrait sur d'autres, notamment les sujets de société. Il préférait voir la femme au foyer plutôt qu'en politique, et
se situant dans la pensée de Proudhon, il refusait tout ce qui pouvait ressembler à une émancipation de la femme. Mais en cela, il n'était pas le seul. Il ne proteste pas contre le sort fait au capitaine Dreyfus en 1894. Mais là aussi, il n'est pas le seul à se taire, même au sein de son propre parti. Sans doute lui fallait-il d'abord vaincre ses préjugés de classe. Comme le souligne Gilles Candard, il met du temps à se rendre compte qu'il y a des ouvriers juifs. Mais 4 ans plus tard, persuadé de l'innocence de Dreyfus, il se lancera à fond dans la bataille aux côtés d'Émile Zola, provoquant la colère de la droite qui l'accusera d'attaquer la hiérarchie et la discipline dans l'armée. Il sera même frappé à la tribune de la Chambre par le comte de Bernis, député monarchiste du Gard, parce qu'il évoquait le cas du capitaine Dreyfus. Après un hommage vibrant à Zola, Jaurès conclura ainsi sa fougueuse intervention. Les défaillances parlementaires et gouvernementales qui se sont produites depuis le commencement de cette affaire ont obligé les citoyens à intervenir et à suppléer, pour la défense de la liberté et du droit, les pouvoirs responsables qui se dérobaient. Bien que tardif, cet engagement public en faveur de Dreyfus, jusqu'à la réhabilitation du capitaine, fut total et absolu. Il divisa profondément la classe politique, et même les socialistes, dont beaucoup pensaient qu'il était préférable de rester à l'écart de cette guerre civile bourgeoise. « Les prolétaires n'ont rien à faire dans cette bataille qui n'est pas la leur !» s'exclamait alors l'intransigeant Jules Guesde, l'autre grand leader socialiste qui s'opposera à nouveau à Jaurès lorsque celui-ci apportera son soutien à la participation socialiste au gouvernement de défense républicaine de Pierre Waldeck-Rousseau. Entre Jaurès et Jules Guesde s'affrontaient en fait deux conceptions du socialisme et de l'histoire. En raison de ces divergences avec Jules Guesde, qui dirigeait le Parti socialiste de France, Jaurès décidera de créer en 1901 le Parti socialiste français, puis deviendra le leader du parti unifié SFIO. Jaurès se distinguait aussi assez nettement de la majorité des socialistes dans le domaine de la politique coloniale de la France. Il fut incontestablement le premier anticolonialiste de gauche, et ses positions seront proches de celles des conservateurs de la droite et de la droite en général, qui condamnaient la politique de Jules Ferry, surnommé le Tonkinois, par ses adversaires politiques. Jules Ferry, qui fut un partisan actif de l'expansion coloniale française. Jaurès, comme la droite, accusera Jules Ferry et ses successeurs de détourner hors du territoire les investissements. Pour Jaurès, comme pour la gauche républicaine de Georges Clemenceau, les aventures colonialistes détournaient l'attention des provinces perdues d'Alsace-Lorraine. Les positions s'inverseront diamétralement en 3 ou 4 générations. Le séjour que Jaurès fera en Algérie, invité au 3e congrès socialiste d'Algérie, à Alger, en avril 1895, déterminera son analyse prophétique de l'évolution des relations entre la France et ses colonies. Si Jaurès condamnait, comme Clemenceau, les aventures colonialistes, il s'opposait souvent à lui à l'Assemblée, comme par exemple sur l'individualisme et la liberté. En revanche, les deux hommes partageaient la même aversion pour la peine de mort. Dans son histoire socialiste de la Révolution française, Jaurès se fera même l'avocat de l'infortuné Louis XVI, décapité en janvier 1793. Jaurès songe sans doute à tout cela,
dans son bureau de l'Humanité. Il songe aussi à tous ses efforts pour réveiller le peuple de sa léthargie. Mais, dans l'immédiat, il pense d'abord à l'unité nécessaire de la France en ces moments difficiles. Il finit par reprendre la plume et a terminé son article appelant les Français, et en premier lieu les politiques, et particulièrement le gouvernement, à conserver leur calme et leur sang-froid dans ces circonstances dramatiques. Cet article devait avoir un impact similaire au J'accuse de Zola. Jaurès ignorait alors qu'il écrivait son dernier article. En début de soirée, à 9 heures, bien que très préoccupé et d'une humeur massacrante, il se rendit, comme il le faisait presque chaque soir, au café-restaurant du Croissant, 144 rue Montmartre, pour y dîner avec ses amis proches, Pierre Renaudel, Longuet, Dunois et Poisson, le rédacteur en chef de l'Humanité. Il s'installa à sa table habituelle, à gauche en entrant. Il se trouvait bien dans ce café fréquenté autrefois par Gambetta, Girardin ou encore Félix Piat. Un mince rideau transparent séparait le petit groupe des passants dans la rue qui s'arrêtaient souvent pour le saluer d'un geste de la main. Sa silhouette massive, sa tête puissante, dont la chevelure comme la barbe courte et drue, tirée sur le roux, était familière aux Parisiens. Il faut dire que sa photo revenait régulièrement dans les journaux et son visage faisait les délices des caricaturistes. Si tout le monde le connaissait, il connaissait tout le monde. Ce soir-là, pourtant, le jeune homme, d'environ la trentaine, qui l'observait, était inconnu de lui et de ses amis. Petit, long, plutôt chétif d'apparence, moustache rousse et yeux bleus, il était vêtu modestement mais proprement. Il avait en somme tout l'air d'un quelconque modeste employé de bureau. Soudain, il plongea une main dans sa poche et en retira un revolver, tandis que de l'autre il écartait légèrement le rideau. C'est alors que 2 détonations retentirent. Jean Jaurès s'écroule sur l'épaule de son voisin Renaudel, mortellement touché d'une balle en pleine tête. Une balle à 9 centimètres de l'oreille droite et raflant le bulbe, s'était logé dans l'hémisphère cérébral gauche. Une seconde balle sera retrouvée plus tard dans le cadre d'une glace, preuve du trouble qui agitait le tireur et de son inexpérience dans le domaine du maniement des armes à feu. Le meurtrier se laissa arrêter sans résistance, se protégeant seulement des coups qui pleuvaient sur lui. Aux agents, aussitôt arrivés sur les lieux et qui le sauvèrent du lynchage, il confia d'une voix douce qu'il avait un second revolver dans sa poche. Puis, durant le trajet qui le conduisit vers le poste de police le plus proche, il ne cessa de répéter « Je l'ai tué parce qu'il refusait les 3 ans ». Ainsi donc, pour expliquer son acte, il assurait qu'il voulait supprimer un ennemi de la France en exécutant un traître envers sa patrie. C'est ce qu'il répéta au bureau des recherches judiciaires où il fut interrogé par le procureur de la République, Lescouvet, et le juge d'instruction, Drioux, qui pensèrent qu'il ne jouissait pas de toutes ses facultés. « J'ai agi seul, leur dit-il. Je n'ai pas de conflit de complice, et je n'ai pas été conseillé par personne. C'est ma conscience qui m'a dicté mon acte. » « Connaissez-vous personnellement M. Jaurès ?» lui demanda Drioux. « Non, mais je lui en voulais d'avoir voté contre la loi de 3 ans. » Raoul Villain était calme,
ne semblait avoir aucun remords, et il affichait la sérénité d'un homme qui avait accompli son devoir. Le soir même, il fut écroué et conduit en cellule où il demeura jusqu'à son procès 5 ans plus tard. Pourquoi avoir attendu le mois de mars 1919 pour juger l'assassin de Jaurès? C'est tout naturellement la première question que l'on peut se poser. Il semblerait que les autorités redoutèrent les réactions de l'opinion publique, car celle-ci, comme l'exprima ce cri poussé le soir même de l'assassinat, « Ils ont tué Jaurès !» était persuadée que le meurtrier n'était pas seul et faisait partie d'un complot ourdi par les ennemis de Jaurès pour faire taire le chantre du pacifisme. Ceux qui désiraient ardemment la mort de Jaurès étaient innombrables, et ils faisaient désormais profil bas. Ils étaient tous là, lors de ces obsèques, alors que la mobilisation avait commencé et que les premiers combats d'avant-garde se livraient à la frontière le 4 août 1914. Tous les partis étaient représentés, même ceux que leurs convictions politiques avaient opposés à Jaurès. On put voir, ce jour-là, l'un de ses adversaires le plus acharné, Maurice Barrès, porte-parole de la droite nationaliste, s'incliner devant le catafalque élevé à l'angle de la rue de Caen et de l'avenue Henri-Martin. À la fille de Jaurès, il remit même une lettre d'hommage dans laquelle elle put lire ces mots étonnants. « J'aimais votre père, j'ai toujours souffert de devoir être séparé de lui. » Ainsi donc, il semblait que la mort de Jaurès, loin de diviser la France, avait cimenté l'union du pays, et les discours prononcés par les partisans et les amis du tribun, Viviani, Dubreuil, Jouhaud, Buisson, Léon Blum, exaltèrent moins son œuvre socialiste que son profond amour de notre pays. Tous s'accordèrent à dire, et même ceux qui l'avaient combattu, qu'il se serait tourné du côté de la France combattante s'il avait vécu. Ce que son ami Dubreuil exprima à ses funérailles par ces mots: « S'il avait été le clairon de la paix, il serait aujourd'hui celui de la guerre. » En attendant, dans l'euphorie d'une guerre que l'on nous promettait courte, on n'évoqua plus l'hypothèse du complot pour éliminer Jaurès. En fait, on ne parla plus de son assassinat, ni de son meurtrier, et on ne parla même plus de lui. À mesure que les mois passèrent, puis les années, on comptait tant de morts, tant de victimes jeunes de toutes les nationalités, qu'on oubliait qu'un homme s'était battu pour éviter ce carnage qu'il pressentait et qu'il en était mort. Même dans les journaux de gauche, on n'évoquait plus, ou très rarement, Jaurès. En 1917, toutefois, on peut noter que Léon Trotsky rédigea un bel hommage de Jean Jaurès qu'il concluait en ces termes. « Jaurès, athlète de l'idée, tomba sur l'arène en combattant le plus terrible fléau de l'humanité et du genre humain, la guerre, et il restera dans la mémoire de la postérité comme le précurseur, le prototype de l'homme supérieur qui doit naître des souffrances et des chutes, des espoirs et de la lutte. » Le silence se fit donc autour de lui, presque absolu, comme si on voulait oublier l'assassinat, et que l'on avait honte de ce crime dont nous étions tous, peu ou prou, responsables par notre aveuglement. On oublia même que c'est bien toutes ces atrocités, tous ces morts que Jaurès aurait voulu éviter en s'efforçant de mobiliser tous les peuples contre la guerre. C'est sans doute la principale raison du renvoi du procès de Vilain
à une date indéterminée. C'est donc finalement en mars 1919 que celui-ci s'ouvrit enfin à la cour d'assises de la Seine. Mais peut-on parler réellement de procès? L'heure étant à la victoire, les débats disséquèrent davantage la pensée de Jaurès que le crime de Vilain. On parlait enfin à nouveau de Jaurès, mais on semblait ignorer celui qui l'avait tué et qui semblait absent, se contentant de répondre poliment au président Boucard, visiblement surpris de la médiocrité de l'assassin du grand Jaurès. On ne peut que s'étonner du peu d'intérêt qu'il suscitait et du peu d'empressement des juges à l'interroger, notamment sur des éventuelles complicités. On n'évoqua même plus la thèse du complot. Même la partie civile fit preuve durant ces 5 jours d'audience d'une retenue étonnante et qui ne peut que nous interpeller quand on étudie de près ce singulier procès. On aurait pu s'attendre à ce que Vilain, que son emprisonnement ne semblait pas avoir déprimé, qui n'avait pas changé physiquement depuis son incarcération, si ce n'est l'apparition de quelques cheveux blancs frisant sur son front, on aurait pu s'attendre à ce qu'il s'explique. Mais il resta silencieux, et les réponses aux questions qu'on lui posait restaient vagues. Ni le président, ni même la partie civile n'évoquèrent l'hypothèse de complicité. À aucun moment on ne lui demanda s'il avait subi des pressions, des influences. À peine lui fut-il demandé quel mot, quel article de Jaurès aurait pu armer son bras. Question à laquelle il répondit qu'il n'avait jamais rien lu de Jaurès. Et il ne faisait pas de politique, ne fréquentait aucun groupement politique, et n'avait aucune haine pour sa victime qu'il ne connaissait pas et n'avait jamais vue. Une seule chose était sûre, il avait minutieusement préparé son meurtre, ayant pris soin de se munir de 2 revolvers et de démarquer son linge afin qu'on ne pût reconnaître ses initiales et retrouver son nom. Et le commissaire de police qui l'avait arrêté rappela qu'il refusa tout d'abord de lui donner son identité. Qui était donc ce Raoul Vilain qui étonnait par sa médiocrité et son absence de personnalité? Il était né à Reims en septembre 1885. Son père qui l'éleva était greffier au tribunal de Reims. Sa mère avait quitté le foyer conjugal quelques mois seulement après sa naissance et il souffrit de cette absence. Il tenta de passer son baccalauréat à 28 ans, une maladie l'ayant empêché de terminer ses études, et entra alors comme surveillant suppléant au collège Stanislas à Paris, où le directeur le trouve doux, timide, poli, honnête, mais ayant des prétentions à une éducation intellectuelle, intolérant et vaniteux. Sans autorité sur les élèves, il est finalement renvoyé et commence alors à errer dans Paris à la recherche d'un métier. En attendant qu'il trouve un travail, son père lui fait une pension de 150 francs par mois. Il rêve alors de devenir archéologue et suit les cours de l'école du Louvre. Il se rend même en Grèce pour lire Démosthène sur les ruines du Parthénon et parfaire ses connaissances en archéologie. Et pour se payer ce voyage, met sa montre de première communion au mont-de-Piété. Il commence à écrire des vers, veut devenir musicien, collabore à un roman qu'écrit une de ses relations, Les mémoires d'un jeune homme sensible, qui devait être évidemment une autobiographie, mais ne sera jamais achevée. Sans talent, sans aucune aptitude particulière, il ne réussit rien, alors qu'il voudrait devenir quelqu'un et rêve de gloire. Il se plaint alors de souffrance morale et de solitude. En fait, il ne savait pas au fond ce qu'il voulait vraiment, ce qu'il recherchait.
C'est donc un garçon fragile qu'on peut imaginer facilement influençable et l'instrument idéal entre les mains de gens fanatiques ou de groupuscules politiques extrémistes. Pourtant, il affirme que la politique lui faisait horreur. Le mot de parti, dit-il au président, m'était odieux. En 1906, il fit son service militaire à Bar-le-Duc et fut très heureux de porter l'uniforme. C'est alors qu'il découvrit l'aviation, encore balbutiante. Puis ce fut la semaine d'aviation à Reims qui l'enthousiasma et fit naître en lui, comme d'ailleurs à beaucoup d'autres, l'espoir de la revanche. L'évocation de cette période sembla d'ailleurs l'éveiller soudain de sa torpeur. Il commença même à s'animer un tantinet. La conquête de l'air à laquelle j'avais assisté m'a donné la certitude que la France pouvait se relever. J'ai voulu alors entrer en relation avec la jeunesse de Strasbourg et je suis allé en Alsace. Dans ce voyage, je n'ai eu que du découragement. Je voyais l'attention de l'Alsace pour les Français, l'affection de l'Alsace pour les Français, et sous le regard insultant des sentinelles allemandes, ma révolte s'est traduite par l'idée de tuer le Kaiser. La patrie devint alors la seule pensée de sa vie, avec celle très vite obsessionnelle de tuer le Kaiser, dont il pensa très justement d'ailleurs qu'il allait demain déchaîner la guerre sur le monde. Il croyait possible la réalisation plutôt de son projet, qu'il étudia minutieusement en examinant une photographie de Guillaume, casqué, déguisé en Lohengrin, prise sur la place Saint-Marc à Venise, et qui montrait que l'empereur était parfois mal gardé. Mais cette idée, il finit par l'abandonner, car, après tout, dit-il à l'un de ses amis, c'est peut-être le souverain le plus artiste. Que ne l'a-t-il pas fait s'exclama Dubreuil dans la salle. C'est alors que l'idée du meurtre de Jaurès lui vint. Jaurès, qui parlait de grève générale en cas de mobilisation et de désarmement, alors qu'il savait, lui qui revenait d'Alsace, que l'Allemagne s'armait de manière formidable. Et vilain d'ajouter. J'ai enfin fait taire la grande gueule qui couvrait les appels de l'Alsace-Lorraine. Ces propos soulevèrent l'indignation du public. Aussitôt, Vilain baissa la tête. Je demande pardon pour la victime, grâce pour mon frère et pour mon père. La douleur d'une veuve ne me laissant plus de bonheur dans la vie. Je demande pardon. Je ne pensais qu'à la patrie. Mais enfin, s'écria alors Boucard, vous qui vous dites patriote, n'avez-vous pas pensé qu'en supprimant le chef d'un parti politique, vous pouviez provoquer des désordres? On avait besoin de l'union de tous. Je ne pensais qu'à la patrie, répéta Vilain d'une voix faible. Avez-vous quelque chose à rajouter? Reprit le président. Vilain réfléchit et répond. J'ai des sentiments profondément religieux, et cependant je dois dire que j'ai des objections de ma conscience. Les objections de ma conscience ne se sont pas présentées à moi, à ce moment-là. Il prononça ces paroles timidement, les mains croisées devant lui, comme un étudiant qui répondrait à un examen. Ah, en somme, vous avez agi dans un moment de colère patriotique, s'écria le président. Ah, c'est cela même, répondit Vilain, semblant tout heureux que le président ait trouvé pour lui la définition du mobile de son crime. Ce côté timide et doux du meurtrier déconcertait l'assistance. Les médecins, les docteurs Claude, Briand et Dupré, qui l'examinèrent, tentèrent alors de donner une explication à cette attitude. Vilain est un être incomplet, déséquilibré et inachevé,
dont la mère avait été internée dans un hôpital psychiatrique et ne pouvait pas être tenu entièrement responsable de ses actes. C'est la patrie qui se substitua pour lui à sa mère, et c'est elle qu'il rapporta, sur elle qu'il rapporta tout son amour. Dans son esprit, Joès, trahissant la patrie, il se devait de la venger, lui qui l'aimait avec tant de passion. En définitive, son crime est un crime passionnel. Cette conclusion des médecins provoqua un bref tumulte dans la salle. Parfaitement. Et sa passion, c'était la patrie. Passion noble, s'écria alors maître Giraud, l'un des deux défenseurs de Vilain. Noble dans son principe et désastreuse dans ses conséquences, répliqua l'avocat général Béguin. Ce qui est certain, c'est que les témoignages qui suivirent, des anciens maîtres de Vilain à Stanislas, de ses amis, ou encore de celui que Marc Sanguier, le créateur du sillon auquel il avait adhéré quelque temps, concordaient sur ce point, Vilain était un être perturbé et instable. Et puis commença le long défilé des témoins qui parlèrent longuement de Jaurès, de professeurs comme Lévi-Brûle, qui évoqua l'enfance du leader socialiste au lycée d'Albi et de la facilité d'élocution incroyable qu'il avait à 20 ans, ou Hollard, qui assura que, s'il avait vécu, Jaurès serait devenu le chef de la défense nationale, et que, nourri de l'Antiquité et très moderne en même temps, il aurait pendant la guerre fait adopter les tanks et réalisé plutôt l'unité du commandement. Et surtout, des hommes politiques, plus d'une trentaine, de Viviani à Painlevé, de Léon Blum à Albert Thomas. Tous les amis politiques louèrent le génie politique de Jaurès, mais peu parlèrent de son meurtrier, comme si celui-ci ne comptait pas. C'est ce qu'exprima Renaudel en ces termes. Je déposerai sans haine, car l'homme qui est là ne compte plus. Sans crainte, car c'est la mémoire de Jaurès que nous avons à défendre des calomnies qui ont conduit au meurtre et qui ne sont pas éteintes. De même, ceux qui l'avaient combattu semblaient être là pour régler leur compte avec leur défunt adversaire en ignorant superbement son meurtrier. Celui-ci sortit de sa torpeur lorsque l'on commença à débattre, parfois avec virulence, sur la politique de Jaurès et en particulier sur l'antagonisme franco-allemand et la question alsacienne avant la guerre. L'idée de Jaurès en 1913 d'organiser un plébiscite permettant aux Alsaciens de s'exprimer sur leurs aspirations raviva les polémiques anciennes. Ce furent ces initiatives qui, s'ajoutant à sa parfaite connaissance de la langue de Goethe, alimentèrent les arguments de ses adversaires dans les années précédant la guerre, et lui avaient valu le surnom évocateur de « Herr Jaurès ». On a encore du mal aujourd'hui à imaginer le flot de haine qui se déversa alors sur lui et le poids de la presse dans cette campagne ignoble qui l'affecta énormément, et notamment des 4 journaux dépassant en France le million d'exemplaires et que l'on appelait pour cette raison les 4 millions. Vilain écoutait avec une visible attention tout ce qui se disait. Il semblait porter bien plus d'intérêt à la discussion qu'au sort de son propre sort, de sa propre tête. Mais il restait impassible et ne manifestait aucune émotion apparente, sauf lorsqu'il entendit que le fils de sa victime, le lieutenant Jaurès, était mort, tombé au champ d'honneur. Peu à peu, le procès de Vilain se transformait en procès politique de Jaurès, qui relançait la lutte des partis. À plusieurs reprises, maître Géraud, exaspéré, s'écria
Sommes-nous, messieurs, à un procès Jaurès ou au procès Villain? C'est paradoxalement cette ingénuité de Jaurès vis-à-vis de l'Allemagne, et notamment du caractère allemand, et des théories politiques de ses dirigeants, héritiers de Bismarck par ses compatriotes, social-démocratie incluse, qui allait fournir une arme puissante aux défenseurs de l'accusé. Elle n'excusait pas, mais elle pouvait expliquer, selon les avocats de Villain, qu'un patriote exalté et fragile mentalement ait pu considérer son acte à la veille de la guerre comme dicté par les nécessités de la défense nationale et du salut public. Les dépositions terminées, l'avocat général Béguin prononça son réquisitoire. Sa modération surprit l'assistance. Quelle différence avec celui de commissaire du gouvernement au procès Cotin, l'anarchiste qui avait essayé d'assassiner Clémenceau sans y réussir. Cotin avait été condamné à mort, peine néanmoins commuée en réclusion. Il faut dire que Cotin avait été jugé par un conseil de guerre automatiquement plus sévère. Par ailleurs, le crime de Villain était vieux de 5 ans, et du fait même de la guerre, de ses ravages, de ses deuils, il perdait beaucoup de son horreur première. Raoul Villain fut acquitté à l'issue de son procès le 29 mars 1919 et la veuve de Jean Jaurès condamnée à régler tous les frais de justice. Étonnant, hein, vous en conviendrez. Cet acquittement me laisse dubitatif et me trouble beaucoup. Par ailleurs, trop de zones d'ombre, me semble-t-il, subsistent dans cette affaire. Tout d'abord, il n'y a pas eu de véritable enquête sérieuse sur Villain. On a trop vite fait de celui-ci un déséquilibré, et la plupart des observateurs étaient d'ailleurs persuadés, à l'issue du procès, que ce crime était bien celui d'un homme seul, qui n'avait pas toute sa raison. Et justement, n'aurait-on pas pu profiter de cela? Villain a-t-il vraiment agi seul? Cet homme très influençable, mentalement fragile et patriote exalté, ne fut-il pas l'instrument idéal entre les mains des adversaires les plus acharnés de Jaurès? On ne peut que déplorer que la police et la justice n'essayèrent même pas d'explorer la piste du complot politique et négligèrent notamment la piste russe, la plus crédible selon moi. En 1910, un certain Alexandre Petrovitch Islovski, ministre des Affaires étrangères de la Russie impériale de 1906 à 1910, fut nommé ambassadeur à Paris. Cet homme retors rêvait de guerre, en entraînant dans celle-ci l'Angleterre et la France, l'allié de la Russie depuis 1892. Il n'ignorait pas que la France songeait toujours à prendre sa revanche contre l'Allemagne. Lorsque le conflit éclata, Alexandre Izvolsky aurait dit joyeusement « C'est ma guerre !» L'alliance franco-russe était devenue de plus en plus clairement une alliance militaire depuis la visite triomphale du tsar Nicolas II en France et celle du président de la République Raymond Poincaré à Saint-Pétersbourg. Ce rapprochement, majoritairement approuvé par l'opinion républicaine française, avec le plus antidémocratique des régimes européens, irritiait au plus haut point Jaurès. Il détestait cette canaille de Izvolsky qui voulait la guerre, et l'ambassadeur le lui rendait bien en arrosant financièrement la presse hexagonale qui attaquait le traître Jaurès, principal obstacle à la politique belliqueuse de la Russie. Izvolsky finançait par ailleurs des campagnes de publicité en faveur des fameux emprunts russes, lancés par affiche et dans les journaux français, des commissions étant versées aux journaux et aux banques. Ainsi, le Crédit Lyonnais réalisa 30% de ses profits
avant 1914 grâce aux emprunts russes. Prêter à la Russie, c'est prêter à la France, assurait Izvolsky. Il faut rappeler que les emprunts russes, soutenus par l'État français, étaient censés garantir à leurs détenteurs une sécurité à 100% et d'exceptionnelles performances au regard du marché financier de l'époque. Des liens entre Villain et l'ambassadeur russe n'étaient pas invraisemblables. Et l'hypothèse selon laquelle Izvolsky aurait pu armer la main du tueur, ou tout au moins qu'il ait manipulé cet esprit faible, facilement influençable, est crédible. Mais la piste russe n'ayant jamais été explorée, rien n'a pu être prouvé. Dans les années 50, un journaliste américain, John Corrigan, tenta d'explorer une autre piste. Villain aurait été conditionné pour assassiner Jaurès par un homme qui voulait se venger de lui. Corrigan cite même un nom, celui du député monarchiste, le comte de Bernis, qui avait frappé Jaurès, souvenez-vous, à la tribune de l'Assemblée nationale. Bernis aurait fait assassiner son vieil adversaire par l'intermédiaire de l'un de ses neveux que Villain avait rencontré en Italie. Celui-ci l'aurait convaincu de tuer le traître Jaurès et lui aurait même offert les 2 fameux pistolets. En échange, il lui promettait la gloire, celui du héros, sauveur de la patrie, et une coquette somme d'argent. Aucune preuve sérieuse n'étant apportée par ce journaliste, qui, selon la plupart des historiens français, voulait faire un coup de pub, l'affaire s'arrêta là. Mais Corrigan eut au moins le mérite d'explorer une autre piste totalement négligée par la police et la justice en 1914, comme fut ignorée la piste russe, peut-être parce qu'elles avaient d'autres problèmes plus urgents à régler, ou bien parce qu'elles exécutèrent les consignes venues du plus haut sommet de l'État. Alors, ils ont tué Jaurès? Ou il a tué Jaurès? En fait, sans aucune preuve tangible à ce jour, je crois qu'il faut néanmoins s'en tenir à la thèse officielle, celle d'un homme à l'esprit fragile ayant agi seul. Quant au jugement étonnamment clément, même si Villain fut jugé en partie responsable, il sera dans l'ensemble assez bien accepté, tout en suscitant néanmoins la colère de certains, comme Anatole France, qui écrivit dans les colonnes de l'Humanité « Travailleurs, Jaurès a vécu pour vous, il est mort pour vous. Un verdict monstrueux proclame que son assassinat n'est pas un crime. Ce verdict vous met hors la loi, vous et tous ceux qui défendent votre cause. Travailleurs, veillez !» En définitive, voyez-vous, si Villain fut acquitté par la justice française, il le devait peut-être aussi d'abord à sa propre victime. Comme l'assuraient beaucoup de ses amis, toute la vie de Jaurès, son activité généreuse en faveur des déshérités, son combat pour une transformation sociale par la voie des réformes, sa croyance en une Europe réconciliée et fraternelle où la guerre serait à jamais bannie, avait trop témoigné de son horreur de la violence et du sang pour que sa mémoire demeurât attachée au prononcé d'une sentence capitale qui l'aurait révolté, même si elle concernait son assassin. Et en cela, on peut sans doute se réjouir de cet acquittement. Qu'advint-il ensuite de Raoul Villain? Il quitta la France, sans doute pour se faire oublier, et partit se réfugier à Ibiza, où il se fit construire une maison grâce, dit-on, à un héritage. On pourrait aussi se demander si ce n'était pas là la rémunération de son crime. Il y mena une vie tranquille jusqu'au jour où éclata la guerre d'Espagne,
en 1936. L'île tomba alors aux mains des franquistes, puis fut reprise par les républicains. Les anarchistes s'intéressent alors à Vilain, surnommé le fou du port par les autochtones, peut-être parce qu'il chantait à tue-tête « Frère Jacques » dans les rues d'Ibiza. Ils le soupçonnèrent d'être un espion à la solde des franquistes et ils le fusillèrent, manu militari. Quant à Jean Jaurès, à l'issue de la Grande Guerre et de ses drames, et surtout après le procès de son meurtrier, il est redécouvert par l'ensemble des Français qui retrouvent celui qui fut le défenseur de la paix et par tous les partis politiques qui briguent son héritage et tentent surtout de le récupérer pour leur propre compte. Sa ville natale, Castres, donna son nom au collège où il commença ses études, ainsi qu'à la principale place de la ville, qui s'appelait Place Nationale et devint Place Jean Jaurès en 1920. 2 stations de métro à Paris portent actuellement son nom. La première fut ainsi baptisée dans l'urgence dès le lendemain de son assassinat, le 1er août 1914, en remplacement du nom rue d'Allemagne. D'autres stations de métro adopteront également son nom à Toulouse, Lille et Lyon. Des écoles, des collèges, des lycées, de nombreuses rues et places dans toutes les villes de France, mais aussi du monde, une rue de Bédanzère et une autre à Tunis, portent le nom de Jaurès. À Marseille, par délibération du conseil municipal du 23 décembre 1919, sur proposition de Siméon Flessière, qui venait 10 jours plus tôt de retrouver son fauteuil de maire, il fut décidé d'attribuer le nom de Jean Jaurès à la place Saint-Michel, à la mémoire du grand tribun populaire, homme illustre entre tous, meilleur entre les meilleurs. En 1924, la décision du transfert de la dépouille de Jaurès au Panthéon fut l'occasion pour le gouvernement du cartel des gauches, qui venait d'être élu, de se donner un ancrage symbolique tout en rendant hommage à celui qui avait tenté d'empêcher la guerre. Le dimanche 23 novembre 1924, sa dépouille fut donc conduite au Panthéon lors d'une grandiose et émouvante cérémonie à laquelle participaient les mouvements politiques de gauche, excepté le Parti communiste français, qui, en protestation contre ce qu'il appelait la récupération de Jaurès, organisa sa propre manifestation. En 2014, on célébra le 100e anniversaire de la mort de Jean Jaurès, et les hommages, citations, rétrospectives sur sa vie, biographie, expositions se multiplièrent partout en France et au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, Jaurès, devenu une icône de la République, n'appartient plus à personne, ou plus exactement, il appartient à tous et fait l'unanimité dans la classe politique. Il fait désormais partie intégrante du patrimoine national et il est reconnu par tous comme un personnage historique de premier plan, bien qu'il n'avait pourtant pas encore donné malheureusement toute la mesure de son génie politique lorsqu'il tomba sous les balles de Raoul Villain. Et l'on pourrait dire à son sujet ce qu'il déclarait en évoquant Mirabeau, l'un de ses modèles. « Ah, s'il avait vécu, c'est son génie à la fois révolutionnaire et lucide, véhément et sage qui aurait peut-être sauvé la liberté et la patrie. » Ce que personnellement je retiendrai surtout de Jean Jaurès, et ce qu'il faut, je crois, d'abord retenir de lui, alors que partout dans le monde les armes recommencent, ou plutôt continuent à parler, et que l'on n'est pas à l'abri de nouveaux conflits sanglants, même au cœur de l'Europe d'ailleurs, c'est sa vision prémonitoire, je dirais même prophétique, des horreurs d'une guerre moderne qui ne peut que conduire la planète au bord de l'apocalypse.
vision présente dans tous ses écrits d'ailleurs et ses discours, notamment dans celui qu'il prononça à la tribune de la Chambre quelques semaines avant son assassinat et le déclenchement de la Grande Guerre, et qui reste toujours terriblement d'actualité. Ah, la guerre! Quand on parle quelquefois à la légère de la possibilité de cette terrible catastrophe, on oublie que ce serait un événement nouveau dans le monde par l'étendue de l'horreur et par la profondeur du désastre. Ce serait un terrible spectacle. Ce sera un terrible spectacle qui surexcitera toutes les passions humaines. Citoyens, je veux vous dire ce soir que jamais depuis 40 ans, l'Europe n'a été dans une situation plus menaçante et plus tragique que celle où nous sommes à l'heure où j'ai la responsabilité de vous adresser la parole. Songez à ce que serait le désastre pour l'Europe. Ce ne serait plus, comme dans les Balkans, une armée de 300 000 hommes, mais 4, 5 ou 6 armées de 2 millions d'hommes. Quel massacre! Quelle ruine! Quelle barbarie! Jaurès avait vu ce qui allait immanquablement se passer et s'était efforcé de pousser un cri d'alarme. Il fut ce que l'on appellerait aujourd'hui un lanceur d'alerte. La haine le tua, la paix mourut avec lui, et le monde devenu fou fut entraîné dans la tourmente. La guerre de 1914, la première guerre mondiale, fera dans le monde plus de 10 millions de morts parmi les militaires et presque autant dans les populations civiles. Je vous remercie.